Hello, welcome back to l'abbé Silly vers la liberté de Matab Mahoudi. Let's go. 32 déménagements en autant d'années. Cette dernière transition a peut-être été la plus joyeuse de toutes. Pour la première fois, je suis propriétaire. Je prends racine. Je me suis décidé à rester en place. Au moins plus longtemps que d'habitude, je l'espère. Assise dans mon solarium, je me prélasse dans la lumière qui entre à flot par les fenêtres. Réchauffant mes mains autour d'un mug de mon café Bear Brothers préféré, éclairci de lait, je m'interroge. Comment puis-je être aussi heureuse? Ma vie a été plus mouvementée ces derniers mois. Il y a des moments où le travail et le quotidien valsent avec une telle frénésie qu'essayer de garder le rythme m'étourdit. C'est généralement au cours de ces périodes que mes cauchemars disparus refont surface. Le renard qui me pourchassait pendant mon enfance s'est volatilisé, mais le sentiment familier d'appréhension s'offre de temps à autre une petite visite nocturne. Malgré tout cela, c'est un instant de paix que je goûte. Dehors, les oiseaux chantent pour me remercier d'avoir récemment suspendu des mangeoires débordantes de graines. Le printemps est le printemps est magnifique dans le Michigan. La neige a disparu pour dévoiler une couverture de terre d'un brun mat, teintée de mèche d'un vert jaunâtre. Près de moi, au bout du canapé, une petite table resplendit sous l'amoncellement de colifichets. Je sais pas c'est quoi ça. L'amoncellement de colifichets de Nauru, le nouvel en perse. Le hanch, le Aftsin, littéralement les 7 objets dont le nom commence par S et qu'on dispose sur une table, sert de carte de la sagesse ancestrale destinée à guider lors du passage d'une année à l'autre. La purification est la principale tâche de Nowruz. Alors ça, je sais pas du tout c'est quoi. C'est quoi qu'elle disait? Le nouvel an perse, donc Persian culture. No idea, mais ça a l'air intéressant. Purifier son âme de toute négativité, purifier son corps et même purifier son foyer. Tout en sirotant mon café, je suis prise d'un élan ambitieux. Je ne sais si c'est lié à ce babillage de nettoyage de printemps ou bien si c'est la moitié du Aftsin. Intéressant. Mais aujourd'hui, c'est décidé. Je m'attaque au dernier carton étiqueté d'hiver, entreposé au sous-sol. 3 mois que j'ignore ce fouillis bien caché, ça suffit. En descendant l'escalier qui mène au niveau inférieur, je suis plus que ravi de me sentir propriétaire de ces marches couvertes de moquettes douces. Dans la pièce vide qui deviendra un jour un bureau, je m'attarde devant la baie vitrée coulissante et examine attentivement la bande de terre presque inoccupée bordant mon patio. Les premières pointes de tulipes et de jonquilles poussent leur tête à travers le sol à demi gelé. Les buissons de lilas sont encore nus. J'ai hâte de remplir cet espace de fleurs et d'herbes, peut-être même de quelques plants de tomates. Cela attendra cependant un autre jour. Au fond du sous-sol, une porte bien trop facile à fermer puis à oublier donne sur une partie inachevée de la maison, l'endroit idéal où cacher tout un fouillis. Avant même de pousser la porte, un soupir m'échappe. Il n'y a pas tant de cartons que ça à vider, me dis-je en entrant. Je me sentirai mieux une fois que ce sera fait. Mon poste de travail m'attend. Il y a même un carton à l'extrémité de la table pliante. Je n'ai qu'à l'ouvrir. Prenant le couteau posé à côté, je me lance. Le dessus du carton est rempli de papier, journal chiffonné que je parcours rapidement en quête de mots croisés non résolus. N'en trouvant pas, je balance les feuilles dans la poubelle sous la table. Ok, voyons ça. Qu'avons-nous là-dedans? Le terme d'hiver convient tout à fait. Des lettres, des coupures de journaux, des photos, des souches de billets, le porte-clés rouge que j'ai gagné au concours de jeunes talents du lycée, objets divers rassemblés sans cohérence, choses sans ou de peu de valeur autre que celle de l'attachement sentimental. Voilà pourquoi il est si difficile de vider ces cartons. Ils sont remplis de vestiges de mon passé
qui ne s'intègre pas vraiment à mon présent, mais dont je ne peux me résoudre à me défaire. Je progresse en creusant au travers des couches successives, repérant des souvenirs qui couvrent ma vie passée. Et je me rends compte que ça ne va pas être une affaire rapide. Je vais avoir besoin d'un fauteuil confortable et d'une autre tasse de café. Mes cartons posés sur la hanche, j'éteins la lumière, ferme la porte et me replie dans le solarium. La première chose qui attire mon attention est un album photo. Sa couverture bleu foncé est imprimée d'une poignée d'étoiles et d'un croissant de lune jaune. Parce que Matab signifie clair de lune. Un sourire étire les commissures de mes lèvres, au souvenir de mes amis me taquinant à ce sujet. Maman m'avait offert cet album pour rire des années plus tôt. Au moment où je le sors du carton, une enveloppe s'en échappe. Et mon esprit dérive des années en arrière jusqu'à ce jour où, pour la dernière fois, j'ai tenté d'achever cet album. Je travaillais comme responsable des relations avec la collectivité pour un organisme de santé mentale du Michigan. J'aimais mon travail, mes collègues, ma ville, mon groupe d'amis excentriques. La vie était belle, incroyablement trépidante. Pourtant, je savais que vivre trop de bonnes choses pouvait parfois être insupportable. Aussi, quand l'occasion s'était présentée de quitter la ville pour un long week-end, je l'avais saisi. Sur un coup de tête, en préparant mon sac, j'y avais jeté cet album et une enveloppe pleine de photos. Pendant le vol, je m'étais affairé à transférer les paquets de photos dans l'album en me demandant pour quelle raison je ne parvenais pas à trouver 5 minutes chez moi pour cette petite tâche. Pourquoi devais-je traverser le pays avec ces photos pour réussir à les ranger dans l'album? La vie devait-elle vraiment être aussi trépidante? Instinctivement, je jetai un œil au dos des photos avant de les glisser dans les feuilles plastifiées libres de l'album. Le renard n'habitait plus mes rêves d'adulte, mais l'habitude de guetter son retour faisait partie de moi au même titre que la respiration. C'était une habitude inconsciente, issue de toute existence d'hypervigilance. Depuis quelques années, maman, sentimentale jusqu'à la moelle, m'avait transmis de grosses quantités d'héritages familiaux. À chacune de ses visites, elle apportait une voiture apportée de trésors de divers aspects de mon héritage. Le rocking chair de sa grand-mère, les tapis persans qui avaient rempli la maison de mon enfance, une peinture à l'huile qui avait appartenu à mon père avant que mes parents se rencontrent, le délicat service à thé iranien dont nous avions utilisé chaque année les soucoupes bordées d'or pour présenter les 7 objets du Haftzin. Des cartons remplis de toute une existence de photos en vrac. Au verso des photos qui marquent les premiers mois de mon existence se trouve le dessin d'un renard bondissant effrontément. Le même renard que dans mes rêves. Ce n'est que sa silhouette imprimée en rouge, mais la ressemblance est manifeste. Il bondit les pattes étirées, les oreilles en arrière, la queue allongée derrière lui, clairement à la poursuite d'une proie. Sous le dessin en lettres majuscules est écrit « Fox Photo ». Les photos que je tenais étaient plus récentes. Elles n'avaient pas été développées chez Fox Photo. Il n'y aurait pas de prédateurs sur leur verso. Et pourtant, sans réfléchir, je vérifiais malgré tout. Ce n'est pas une coïncidence si cette image est celle que mon esprit a capturée pour symboliser mon père. Il était, après tout, le photographe de la famille et j'étais son modèle préféré. Les cartons et les albums qui ont fini par atterrir aujourd'hui dans ma maison sous les reflets de milliers d'instants figés dans le temps par l'objectif de son appareil photo. Ma vie aurait pu être si différente. Quelle personne serais-je devenue si les choses s'étaient déroulées selon les plans de mon père? Probablement, I would be dead. J'étais perdu dans mes souvenirs et le grondement des moteurs de l'avion quand la femme assise à côté de moi s'est penchée et a entamé la conversation. Je l'ai tout de suite remarqué au moment de l'embarquement. Sa présence était frappante. Elle était habillée tout en noir à l'exception de ses escarpins à talons aiguilles imprimés léopard.
Elle transportait une besace disproportionnée et un chapeau de paille. Une paire de gigantesques lunettes de soleil haute couture retenait ses courts cheveux blonds en arrière, comme il m'arrive souvent. Comme il m'arrive souvent. La conversation a rapidement dérivé vers les livres et, avant que je m'en rende compte, je griffonnais ses conseils de lecture dans la marge du carnet de mots croisés du New York Times que j'avais emporté pour le voyage. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, la couleur des sentiments, l'école de détective privé du Limpopo. Il n'a pas fallu longtemps pour que je laisse de côté l'album de photos. J'ai glissé le reste des clichés dans l'enveloppe que j'ai fourrée à l'intérieur de l'album. Cette tâche attendra un autre jour. Je ne sais ce qu'il y a chez moi, mais les gens, souvent de parfaits étrangers, ont l'habitude de m'ouvrir leur cœur. Cela fait partie de ma personnalité au moins depuis mon année de CE1. Mes amis avaient l'habitude de faire la queue à l'extrémité de la cage à poules, attendant leur tour pour venir s'asseoir sur la balançoire à côté de moi. Et, comme on dit dans le jargon de la psychiatrie, exprimer leurs ressentis. Aussi peu probable que cela puisse paraître, on aurait dit qu'une bulle flottait au-dessus de ma tête avec la mention Conseil en psychiatrique 5-7 ou que j'arborais une pancarte racoleuse autour du cou annonçant que le docteur consultait. Ah, les moustiques, allez-vous-en. Dans le style du personnage de Lucie dans la bande dessinée Peanuts. Il fallait aussi que cela m'arrive avec une étrangère. Nous avons discuté pendant tout le vol. C'était une femme charmante, au sourire chaleureux et au regard aimable. Elle s'est avérée être agent immobilier dans une petite ville rurale près de l'endroit où j'avais grandi. Son mari et elle, me dit-elle, vivaient dans un décor pastoral paisible où elle m'invitait à venir lui rendre visite si j'avais besoin d'un refuge plus proche de chez moi. Quand l'avion a atterri, nous avions évoqué le temps de la conversation, le château de verre, de l'eau pour les éléphants et le secret des abeilles. Comme deux amis de longue date. Combien de temps dure votre escale, m'a-t-elle demandé alors que nous attendions pour notre tour pour nous rejoindre à la queue qui débarquait. Environ 2 heures. Bien, vous avez le temps de déjeuner alors. Ce n'était pas une question. J'ai tenté de protester, mais elle a insisté. Nous nous sommes dirigés vers un restaurant de fruits de mer, où nous avons poursuivi notre conversation littéraire en buvant du vin et en partageant une assiette de calamars. Comme dans toute discussion, un sujet nous a mené à un autre et, de fil en aiguille, cette superbe femme a fini par me confier un épisode incroyablement douloureux de son existence. Pendant de nombreuses années, me dit-elle, elle avait porté en elle, en silence, la charge émotionnelle de cette expérience, sans même partager sa douleur avec ses plus proches amis. Voyant ses yeux s'emplir d'armes, je n'ai pu m'empêcher de penser au vieux cadre noir qui a été posé sur mon bureau au travail. J'avais imprimé sur une feuille de papier à lettres en lin couleur ivoire les vers du Weaver's Poem. C'était mot pour mot le poème tel que ma chère amie, I need a break, it's 13 minutes. Ma chère amie Anna me l'avait appris le jour de notre remise de diplôme. J'avais 18 ans et avait été un des jours les plus tristes de ma vie. C'était sans aucun doute des fils sombres que ma nouvelle amie me décrivait. Des fils? Des fils? I can't even fucking read French. It's amazing, eh? J'en suis convaincu. Il y avait un bienfait à trouver quelque part, visible ou pas. A silver lining? Je me suis demandé si elle comprenait cela. Je n'arrive pas à croire que je vous raconte tout cela, a-t-elle dit en reniflant. C'est bizarre, j'ai l'impression de vous connaître depuis des années, et je me rends compte que je ne sais même pas votre nom. Je m'appelle Almatab, ai-je répondu en souriant et entendu la main par-dessus la table. Matab? Quel beau nom, de quelle origine est-il? Perse. Perse comme iranien? Ai-je fait en buvant une gorgée de Riesling? Mon père était originaire d'Iran. J'ai lu un livre vraiment très intéressant il y a quelques années, a-t-elle commencé. J'ai aussitôt su où cela allait nous mener. Il parlait d'une femme qui habitait dans le Michigan.
Elle a épousé un Iranien. Il l'a emmenée avec sa fille en Iran pour voir sa famille, puis il les a séquestrés. Pour arranger les choses, c'était en temps de guerre où la ville où elle se trouvait était bombardée. C'est une histoire, pardon, c'est une histoire vraie. Peut-on imaginer une histoire pareille? Après plusieurs années, I really need a break. Um, Après plusieurs tentatives et autant d'échecs, la femme a finalement réussi à s'échapper avec sa petite fille. Cette histoire était tout simplement étonnante. Il y a même eu un film. Comment s'appelle-t-il déjà? Jamais sans ma fille. C'est ça, Jamais sans ma fille. Vous l'avez lu? Euh, non, répondis-je en gloussant. Je l'ai vécu. L'histoire, c'est que cette femme qui raconte ce bouquin et ce film, en fait, elle le raconte à la fille qui a été séquestrée en Iran, Matob Mahoudi, qui est la fille de Jamais sans ma fille. Voici mon histoire vers la liberté. Donc, si vous voulez le lire, venez l'emprunter à la bibliothèque de Soda, juste là en bas. Et quelqu'un va vous donner du bon service et vous permettre de partir avec le bouquin vers la liberté. Sur ce, merci à mes patrons, comme d'habitude. Et puis, je vais vous laisser aller vous coucher. Everyone needs a nap. Anyway, I'm just talking shit. See you.